Okay, so for this next session, we have a great series of speakers here who are going to. Très bien, nous vous avons réservé une excellente brochette d'intervenants qui vont aborder avec nous chacun à leur tour leur perspective nationale. Certains vont intervenir en ligne, d'autres interviendront ici en présentiel. Je vous propose de commencer par la Belgique. Nous sommes accompagnés aujourd'hui de Henri Marraine, qui est le président de 100 TWh, qui est une organisation basée en Belgique. Henri, à vous la parole. Et je vois que ma présentation s'affiche, c'est excellent. Merci. Alors, on m'a demandé de faire le point avec vous sur la situation en matière d'électricité en Belgique. Claude, merci. Merci beaucoup de me donner cette opportunité de m'adresser à vous. Mais je dois vous avouer que je me suis immédiatement posé la question, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourrait présenter la situation en matière d'électricité en Belgique? Merci. Slide suivante. Et c'est vrai que on retrouve pas mal d'hommes et de femmes intelligentes qui, j'en suis sûre, seraient mieux à même d'aborder avec vous la situation belge en matière d'électricité. Commençons peut-être par celui qui se trouve au milieu, notre Premier ministre, Monsieur De Croo. Monsieur De Croo, qui sait beaucoup de choses par rapport à l'énergie et la situation de l'énergie en Belgique. Ceci étant dit, de toute évidence, c'est un anti-nucléaire et en ce qui le concerne, toutes les centrales nucléaires sont remplies de fissures. Voilà, Schuurtjescentrale, les centrales à fissures. Donc, ce n'est peut-être pas la meilleure personne vers laquelle se tourner pour vous parler du nucléaire en Belgique. La deuxième personne, c'est la personne que vous voyez à la gauche, notre ministre belge de l'énergie, Madame Tine van der Straten. Le problème avec elle, c'est qu'elle est allergique au mot même de nucléaire. Elle n'arrive même pas à proférer le nom. Ce serait la soumettre à la torture que de la forcer de prononcer ce mot de nucléaire. C'est la vérité, hein? Je vous dis la stricte vérité, hein? Vous pouvez regarder les reportages à la télé. Ce n'est que la stricte vérité. Il n'y a qu'une personne qui reste ici à l'écran. C'est celui que vous voyez à droite. Il s'agit du CEO de Elia, qui est le transporteur de l'électricité en Belgique. Le problème avec lui, c'est que, voilà, vous lui donnez des données, alors les ministres vont dire, OK, je veux tel ou tel résultat, et lui, évidemment, ne fait qu'obéir à ce que les ministres lui demandent. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la bonne personne à qui s'adresser pour vous parler de manière objective de la situation en matière d'électricité en Belgique. Et donc, la seule et unique solution, eh bien, voilà, c'est moi, votre humble serviteur, et voilà, je m'exprime en tant que citoyen, en tant que particulier, Henri Marraine, président d'une association citoyenne 100 TWh. Pourquoi? Pourquoi 100 TWh, me direz-vous? Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est plus ou moins le niveau d'électricité dont on a besoin en Belgique. Donc, voilà. C'est quelque chose, à mon avis, dans lequel tout le monde pourra se retrouver. Et notre organisation se spécialise dans les informations et la diffusion d'informations par rapport au nucléaire en Belgique et par rapport à la place du nucléaire dans le mix énergétique. Nos avis sont exactement les mêmes que ceux de la majorité de la population belge. Vous voyez ici le dernier sondage qui a été réalisé. Ce sondage date de septembre 2022. Vous voyez, voilà les pourcentages de la population qui sont pro-nucléaire, donc 64%. Slide suivante. Jetons un œil à l'histoire qui est la nôtre en matière d'énergie. Revenons en arrière. En 73 déjà, en plein milieu du choc pétrolier, nous ne connaissions à l'époque que les combustibles fossiles. Et à ce moment-là, afin de résoudre le problème d'approvisionnement, parce qu'à l'époque, on souffrait déjà d'un grave problème d'approvisionnement, on a décidé d'investir dans le nucléaire. Et aux environs de l'an 2000,
plus ou moins 50% de notre électricité était produite par le nucléaire. Les autres 50% restants venaient des combustibles fossiles. Ensuite est arrivé le plan 2020 que l'on doit à l'Union européenne qui nous demandait de produire 20% de nos énergies à partir de sources d'énergie renouvelables. Et c'est exactement ce que l'on a fait parce que, voilà, la Belgique aime être le premier de la classe. Et c'est vrai que nos responsables politiques aiment être reconnus comme étant les premiers de classe parce qu'ainsi, ils se disent que cela leur permettra de décrocher un bon poste à la Commission européenne. Donc, on a travailler sur cette question. Donc, 20% de la production d'électricité qui doit venir des sources d'énergie renouvelables. On n'a rien changé au nucléaire et le reste, ce sont toujours les combustibles fossiles et principalement le gaz. C'est vrai qu'à y regarder d'un petit peu plus près, on a fait un petit peu mieux qu'ailleurs parce que voilà, on a tout d'abord décidé de transformer les installations de cogénération en installations notamment pour une certaine partie des installations à gaz. Alors, si vous regardez les statistiques, vous verrez que la Belgique figure parmi le peloton de tête en ce qui concerne les émissions de carbone. Évidemment, l'échéance suivante est celle de 2025, parce que en 2025, enfin plutôt le gouvernement en 2003 a décidé d'éviter la production d'électricité par le nucléaire. Or, c'est quasiment mission impossible. Slide suivante. Alors ici, à l'écran, vous allez comprendre pourquoi je vous dis que c'est mission impossible. Nous avons 6 gigawatts de production d'énergie nucléaire, 47 térawatts-heure. C'est le niveau de production. Cela représente plus ou moins, grosso modo, 50%. Et vous avez également le gaz qui représente 5 gigawatts de sources d'électricité pilotables. Le reste, c'est de l'électricité qui provient des renouvelables, le solaire, l'éolien, les autres sources d'énergie renouvelable. Mais on ne peut pas véritablement compter sur ces sources d'énergie renouvelable pour tout ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement. Et donc, désolé, mais on ne peut pas tirer un trait sur l'énergie nucléaire. Mais les hommes et les femmes dont je vous ai parlé et qui se distinguent par leur sagesse ont fait leur petit calcul. Si, en 2025, la Belgique sortait du nucléaire, voilà ce que cela donnerait. Donc, on a commencé à regarder la moyenne de la consommation pendant les périodes de raréfaction et je dois dire que, voilà, il y a des hauts et des bas. On a démontré qu'on pourrait très bien remplacer 6 000 mégawatts de centrales nucléaires par deux usines à gaz. Donc, certes, c'est très intéressant, mais inutile de vous dire que les bras nous en sont tombés. En tant que population, nous n'en croyons pas nos oreilles. Mais ça a marché. Ça a marché et le gouvernement n'a pas été peu fier d'annoncer fin de l'année dernière, quasiment il y a un an, OK, très bien, on peut se débrouiller sans le nucléaire. Vous voyez, on peut très bien se débrouiller sans le nucléaire. Vous voyez, c'est démontré ici. Bon, moi, je ne vois rien du tout. Je ne vois aucune démonstration, mais apparemment, pour eux, ça suffisait. Et je suppose que notre ministre de l'Énergie n'hésiterait pas à annoncer que nous n'aurions aucun problème d'approvisionnement en matière de sécurité et que de toute façon, nous n'avions pas à nous en faire, que les prix allaient continuer à faire du razmot. Or, on voit où on en est aujourd'hui. Et en ce qui nous concerne, nous, citoyens, et nous essayons évidemment d'y voir un petit peu plus clair. Et quand on nous a présenté ça,
nous n'y croyons évidemment bien pas. Nous avons pris exactement les mêmes données que celles sur lesquelles ces sages se sont penchés et nous avons fait nos petits calculs. Les données sont exactement les mêmes, sauf que cette fois-ci, nous avons travaillé sur base de nos propres hypothèses qui sont légèrement moins optimistes que celles des ministres et que celles d'Elia. Et on en est arrivé au résultat opposé. Nous avons pu démontrer qu'on aurait besoin de plus de 6 000 mégawatts d'électricité si on perdait le nucléaire. Ce qui veut donc dire qu'on n'a pas d'autre choix, il faut garder le nucléaire. Mais le nucléaire, comme vous pouvez le voir ici en bas, ne représente que 4 000 et quelques gigawatts à cause du facteur de capacité. Ici, on tient compte que ce n'est pas quelque chose qui est toujours utilisé. Il n'y a que 80% de l'électricité qui est véritablement de l'électricité que l'on peut utiliser. Mais on peut en arriver à la conclusion que, eh bien, on aurait besoin de 1800 mégawatts. Voilà la capacité des nouvelles centrales dont on aurait besoin, 1800 mégawatts, afin de pouvoir assurer l'avenir. Alors, comme à l'époque de la première annonce du gouvernement, personne ne nous a écoutés. Et donc, nous avions toutes les preuves. Nous avons contacté les médias, on a contacté également les différents partis politiques et personne, strictement personne, n'a pris la peine de nous répondre. Pas d'autre choix que d'aller au tribunal et d'entamer des poursuites à l'encontre du gouvernement en l'accusant de ne pas satisfaire les besoins du pays en matière d'électricité. Comme vous l'avez dit très justement, c'est un droit humain qu'il faut absolument faire respecter. Et au jour d'aujourd'hui, étant donné la situation dans laquelle se trouve la Belgique, eh bien, inutile de vous dire que ce qui se passe est loin de nous réjouir. Et donc, nous n'avons pas hésité et nous sommes portés devant le tribunal. Je tiens également à vous dire que, oui, il y a quand même une lueur d'espoir, parce que nous avons Mira en Belgique. Il s'agit d'un réacteur de 4e génération qui est en cours de développement à Mol, dans l'un des centres de recherche fédéral. Et 100 millions d'euros ont été dégagés pour financer la technologie SMR. Voilà. Et là, le gouvernement était prêt à sortir du nucléaire et à donner ça à titre de compensation. Donc voilà tout ce que vous devez savoir à propos de la Belgique et de son système énergétique. Merci. Thank you very much, Henri, for Merci beaucoup Henri pour cet aperçu très amusant d'une situation qui pourtant est ô combien sérieuse ici en Belgique. Et c'est vrai que on peut se demander ce que 2025 va nous réserver. Alors, je vous propose peut-être d'entendre les différents intervenants et ensuite je vous donnerai la parole si vous êtes dans la salle pour voir si vous avez des questions. Et donc, j'espère que notre prochain intervenant est connecté. Je tiens à vous le présenter, Zbigniew Boubaki. Il est conseiller au sein du département de l'énergie nucléaire qui est rattaché auprès du ministère du Climat et de l'Environnement en Pologne. Monsieur Boubaki, vous avez la parole. Merci, mesdames et messieurs, bonjour. Merci beaucoup, Jessica, pour ces aimables mots de présentation. Merci de me donner la parole. Quel plaisir que de me joindre à vous à l'occasion de cette 20e édition de cette conférence. Je suis ravie de pouvoir m'adresser à vous et c'est un véritable plaisir que de m'adresser à une telle brochette d'institutions, la Commission européenne, la IEA, entre autres, les ONG, et également mon ancien boss, Monsieur Kurtika. Et je dois dire que l'édition de cette année s'inscrit dans un moment d'escalade de la crise énergétique
crise qui fait tache d'huile. Et c'est vrai que la plupart des pays et des ménages se posent pas mal de questions par rapport à l'hiver qui s'annonce. Ce sera peut-être un des pires hivers depuis la Seconde Guerre mondiale. Il va falloir que l'on s'adapte à cette solution et que l'on trouve des solutions et que l'on trouve des politiques qui vont nous permettre de prendre nos distances par rapport aux combustibles fossiles qui viennent de Russie. Il sera important d'avoir un mix énergétique qui repose sur des énergies bas carbone propres. Alors, je dois dire qu'en matière de sécurité, en matière d'atténuation du changement climatique, nous savons que le nucléaire est une solution qui présente de nombreux avantages. J'aimerais vous parler de la situation en Pologne. Malgré ces changements en profondeur, la situation énergétique et le marché énergétique, je dois dire que le paysage nucléaire n'a pas véritablement beaucoup changé depuis un certain nombre d'années. Il y a un certain nombre de piliers, parmi lesquels la protection de l'environnement, mais les avantages économiques sont exactement les mêmes qu'au début du programme. La situation mondiale actuelle a été fortement influencé par différents aspects de la politique énergétique menée par la Pologne. Il est important de pousser sur l'accélérateur afin de pouvoir tendre vers une plus grande diversification et une plus grande indépendance. En ce qui nous concerne, le nucléaire, c'est la réponse, dans la mesure où le nucléaire permettra de satisfaire les besoins de la Pologne en matière d'atténuation des risques associés avec la situation que l'on connaît et la crise politique que l'on connaît. Le nucléaire va permettre à la Pologne d'avoir un système d'énergie propre d'ici à 2050. Il nous faut déployer pour cette date toutes les technologies disponibles, le nucléaire, l'éolien, le solaire et l'hydrogène. Dans notre pays, il y a de nombreux besoins. On a besoin de capacités nucléaires. Pourquoi? Tout simplement parce que nous voulons remplacer les centrales alimentées au charbon qui continuent à représenter plus de 70% du mix énergétique polonais. Ces centrales vont devoir fermer pour pouvoir réaliser les objectifs de neutralité climatique d'ici à 2050. Mais le déploiement rapide de sources d'énergie renouvelables et la mise en œuvre de mesures doit s'accompagner par une charge bas carbone et propre pour nous assurer d'un bon approvisionnement. C'est vrai que différentes mesures ont été prises afin d'améliorer l'indépendance énergétique de l'État. Ça a permis de contribuer à la réduction de la demande pour le gaz. Ça a permis de minimiser la sensibilité des prix de l'électricité aux fluctuations du prix du gaz. Selon un certain nombre d'études menées aussi bien en Pologne qu'au niveau international, c'est probablement en Pologne que l'on trouve les sources d'énergie la moins chères. Et on tient compte ici de tous les coûts liés à la production de l'électricité, notamment les coûts inhérents au système. Et donc, quelle est la place qu'occupe l'électricité polonaise dans ce contexte? Eh bien, en Pologne, nous avons un programme qui tourne autour de la technologie des réacteurs. Nous attendons de la part des fournisseurs une offre la plus détaillée possible, reposant sur des technologies, sur un système de financement qui permettra ainsi d'endosser une responsabilité pour l'entièreté du projet. Pour cela, on parle d'investir dans pas moins de 49 sociétés spécialisées dans l'equity. Les trois fournisseurs technologiques, Westinghouse des États-Unis, EDF de France et KHP de Corée du Sud, ont manifesté un net intérêt à participer à ce programme. EDF a rentré une proposition en octobre 2021, KHP en avril 2022 et Westinghouse l'a fait en septembre de cette année. Ces trois propositions sont examinées par les responsables politiques. La décision sera prise par le Conseil des ministres qui doit se réunir d'ici quelques semaines, dans très peu de temps donc. Et donc,
nous aimerions choisir un bon partenaire stratégique qui répond aux critères dont je vous ai parlé. Et nous choisirons celui qui aura soumis la meilleure offre. Les 3 vendeurs ont mis sur la table leurs propositions. Et il faudra que ce partenaire puisse jouer un rôle au niveau de l'industrie polonaise. La construction de centrales nucléaires devra être réalisée sur base de notre évaluation, c'est-à-dire que cela se fait sur base de 70% de la valeur de construction. D'ici à 2040, on se dit que il y aura plus de 25 à 28 000 nouveaux emplois qui seront créés dans ce secteur de l'économie. Autre élément également qui concerne le programme nucléaire polonais, qui est un développement relativement récent. Les sociétés de projet responsables de l'exécution et de la réalisation du plan a fait l'objet d'une acquisition par des autorités américaines. Et il semblerait que différents sites sont examinés et que de toute façon, ils tiendront leurs régulateurs polonais informés. Il y a également un processus de consultation qui a été lancé et qui concerne ce site. Le gouvernement polonais a également travaillé sur le nouveau cadre juridique et qui prévoit des facilités du point de vue de l'octroi de licences. Pour tout ce qui concerne ces nouvelles centrales, l'idée étant de pouvoir faciliter le processus d'homologation réglementaire. C'est quelque chose qui a été approuvé par le Conseil des ministres. Ça a été soumis au Parlement au mois de septembre de cette année. Et ce projet eh bien, attend la notification par les autorités européennes. Nous espérons que ce projet de loi passera d'ici la fin de l'année. Quelques mots à propos de l'acceptation du public. Inutile de vous dire que le niveau d'acceptation en Pologne est particulièrement élevé. 74% des Polonais sont d'avis que la mise en place d'une telle stratégie est ce qu'il faut faire. C'est la marche à suivre. Et même dans les différents sites, en ce compris les sites concernés par ces nouveaux sites. Là, on retrouve un taux d'approbation de 63%. Cela est rendu possible grâce à une bonne publication, une bonne communication en direction du public. C'est vrai que les années à venir vont s'avérer capitales en ce qui nous concerne, parce qu'il va falloir choisir la technologie. Il va falloir également qu'une décision interviennent au niveau du régulateur polonais et dans 2 ans, il faudra signer un contrat avec l'un de ces fournisseurs de la technologie. Ce sera un contrat EBC. Bon, évidemment, on s'attend à ce que les permis commencent à être octroyés en 2026. Monsieur Kurtika l'a peut-être déjà dit, mais la première mise en service serait envisagée pour 2033. Et tous les 2 ans, à partir de 2033, il y aurait une nouvelle unité qui serait rajoutée au réseau, ce qui nous permettrait de terminer le programme pour 2043. C'est du moins la date qui a été avancée et annoncée par le gouvernement. Quelques remarques de conclusion. J'aimerais en profiter pour vous dire que cette conférence tombe à un point nommé, en plein milieu d'une crise géopolitique et énergétique causée par l'agression russe de l'Ukraine. Les circonstances que nous connaissons soulignent le rôle ô combien important du nucléaire dans un mix énergétique propre. Pour un pays tel que la Pologne, nous dépendons toujours des combustibles fossiles. Et il est important de considérer le nucléaire comme étant un outil particulièrement important, peu importe les aspects de la politique énergétique qui sont pris en considération. Pour cela, nous comptons beaucoup sur la coopération européenne, notamment avec la Commission européenne et les partenaires européens. Et nous espérons que le succès sera au rendez-vous. Merci beaucoup de votre aimable attention. Yes, thank you very much.
Merci beaucoup, Monsieur Koubaki, pour cette intervention combien intéressante. C'est vrai que on retrouve pas mal de similitudes entre ce dont vous avez parlé et ce que nous connaissons dans les pays européens. Peu importe si votre choix se porte sur un Américain, sur un Européen ou sur un Sud-Coréen, de toute façon, ce qui va vous intéresser, ce sont des composants de la supply chain. C'est très important parce qu'il est important de veiller à ce que la population polonaise puisse également bénéficier de ce projet, car il faudra créer des emplois et il faudra également pouvoir contribuer au PIB. Et donc, inutile de dire que ce dont vous avez parlé est véritablement un élément très important et une très sérieuse pierre à l'édifice. Et nous serons également maintenant rejoints par notre intervenant suivant qui nous rejoint en ligne. J'espère qu'il est là parmi nous. Voilà, je regarde Claude pour voir s'il est des nôtres. Il s'agit d'Attila Azedi, qui est ancien commissaire du gouvernement de Pax II, professeur à l'Institut BME de technologie nucléaire. Il va intervenir ici au nom de la Hongrie. Good afternoon. Can you hear me? Yes, we can hear you. On vous entend et Claude m'a demandé de vous montrer cette horloge. Apparemment, il y a un lien avec vous. Je ne sais pas quel est ce lien, mais apparemment, voilà, il y a un lien avec vous. Est-ce que tu te rappelles, au colloque à Budapest en 2010, j'avais rencontré Attila et on avait déjà évidemment beaucoup de monde dans les tables rondes et il m'avait dit « Oh là là, tout le monde va déborder son temps de parole, il faut que tu mettes un réveil. » Et il avait amené un réveil comme ça qu'on avait mis sur 8, et ça sonnait tous les 8 minutes pour les intervenants. Alors je peux vous dire que les premiers intervenants, ils étaient sous la terreur du réveil. Ils n'ont jamais respecté les 3 premiers. Les 3 qui ont suivi, pile poil. Et après, ils avaient fini avant que ça sonne. Ça, c'est des souvenirs formidables et c'était grâce à Attila. Donc j'ai amené le réveil. Thank you, Claude. Yes, so Mr. Azedi, I hand over to you. Thank you. Thank you. Merci. Malheureusement, je n'ai pas compris ce que tu disais, Claude, mais je me souviens en effet, il y a quelques années, que nous avons une conférence à Budapest et en effet, j'étais venue avec ce réveil pour m'assurer que les différents intervenants ne débordent pas trop de leur temps de parole. Merci et vous pouvez compter sur moi également pour ne pas déborder de mon temps de parole aujourd'hui. Alors, je suis ici pour vous parler d'une étude relativement récente que nous avons réalisée avec des étudiants ici à l'Université technique de Budapest. Étude qui a été publiée officiellement dans un journal. Vous trouverez cet article sous cette référence. N'hésitez pas à y jeter un œil si ça vous intéresse. La question que nous sommes posées dans le cadre de cette étude est la suivante. Les pays européens peuvent-ils réaliser les objectifs de protection du climat et les objectifs en matière d'approvisionnement d'énergie? C'est une étude qui a été réalisée l'année dernière. Je vous annonce la couleur tout de suite. Donc, la crise que nous connaissons ne se faisait pas encore sentir à cette époque-là et donc ne se trouve pas reflétée dans les résultats de cette étude. Alors, vous avez ici les différents pays, la Hongrie qui se trouve ici en Europe centrale. À côté de la Hongrie, nous avons 18 autres pays qui sont repris en gris foncé. On retrouve la France, l'Allemagne, l'Espagne ainsi que d'autres pays. La question était la suivante. Le niveau de consommation arrêté par les plans dans les pays individuels, quel était son niveau? Nous avons tenté de faire le point pour voir s'il serait possible pour ces différents pays de réaliser ces différents objectifs dans la mesure, et c'est ce que le gouvernement avait annoncé.
Dans le cadre de cette étude, nous avons pris en considération les plans nationaux pour l'énergie venant de ces 19 pays. Il s'agit de documents on ne peut plus officiels, de documents gouvernementaux on ne peut plus officiels. Nous les avons examinés par le menu et nous avons étudié la consommation horaire et les données qui ont été communiquées par le gestionnaire de réseau de transport, le REGRTE. Et sur base des plans qui ont été arrêtés au niveau national, nous avons pu nous rendre compte qu'en 2019, l'un dans l'autre, plus de 800 000 mégawatts de capacité installée étaient présente au niveau du réseau d'électricité des 19 pays. Le plan étant d'avoir plus d'1 million de mégawatts de capacité installée pour 2030 et 1,4 million de mégawatts de capacité installée d'ici à 2040. Quid du rôle joué par les différentes sources énergétiques dans ce mix énergétique? C'est ce que vous pouvez voir ici dans ces camemberts. Vous voyez les 19 pays. Les 19 pays ont chacun leur plan. Ils comptent principalement sur le solaire et sur l'éolien. Et ils ne comptent pas trop sur des installations hydroélectriques. La plupart des pays réduisent la capacité installée pour tout ce qui concerne le nucléaire avec un statu quo pour les centrales alimentées au gaz et une réduction drastique en ce qui concerne les centrales alimentées au charbon. Donc, ces données sont basées, une fois de plus, je le répète, sur les plans énergie arrêtés par les autorités nationales de ces 19 pays. En ce qui concerne la consommation électrique, la plupart des pays et des plans de ces pays prévoyait une augmentation des besoins en matière d'électricité. Regardez par exemple ce graphique. Vous voyez qu'en Autriche, le gouvernement partait du postulat qu'en 2030, il y aurait 30% d'électricité supplémentaire dont on aurait besoin par rapport à 1990 et on arrive à plus de 40% d'électricité en plus dont on aurait besoin d'ici à 2040. Vous voyez la situation dans les autres pays. Bien sûr, je ne vais pas reprendre tous ces pays un par un, mais vous pouvez voir qu'il y a des hausses prévues d'ici à 2030 en ce qui concerne la consommation électrique. Alors, nous avons analysé également la disponibilité de ces sources d'énergie et nous sommes posé la question de savoir quelles seraient ces sources qui seraient disponibles d'ici à 2030. Vous avez ici les cartes thermiques. Alors, une carte thermique qui vous montre les 8760 heures depuis 1990. Ça, ce sont les chiffres pour l'Autriche. Vous pouvez voir ici que le solaire n'est disponible qu'en journée et n'intervient pas pendant la nuit. Ça semble couler de source. Et vous pouvez voir qu'il y a quand même une grosse différence entre le mois de janvier et le mois de juillet. Une grosse différence donc entre la période estivale et la période hivernale. Il est à noter que ces sources énergétiques ont fait l'objet d'un certain nombre de simulations. La plupart des plans énergie reposaient sur des équilibres horaires et ne tenaient pas nécessairement compte de la disponibilité de ces sources d'énergie. Indéniablement, dans les différents pays, la situation est fort variée. Si vous prenez, par exemple, l'Autriche avec la République tchèque, la France, l'Allemagne, la Hongrie et l'Espagne, vous pouvez voir des différences notables. Regardez ici, beaucoup plus d'ensoleillement, évidemment, en Espagne.
avec les facteurs de charge pour le solaire qui varient énormément d'un pays à l'autre. Et donc, de nouveau, cela repose sur des données réelles et concrètes qui datent de 2019. Nous avons réalisé la même analyse sur l'éolien. Alors, vous avez exactement les mêmes pays que ceux que je vous ai montrés pour le solaire. Et vous voyez ici les données qui datent de 2019. Il s'agit de la disponibilité de l'éolien. Et là, la situation n'a absolument rien à voir avec celle du solaire. On voit ici que, en ce qui concerne l'éolien, on retrouve principalement des saisons telles que l'hiver et le printemps, et on retrouve également une part beaucoup plus infime de l'éolien pendant l'hiver. Et donc, nous avons pris en considération uniquement les données donc, de 2019. Et sur base de ces données qui datent de 2019, nous avons réalisé des simulations pour 2030 et 2040 en tenant compte de ce que les gouvernements avaient fait figurer dans leur plan national énergie et climat. Ce que nous avons obtenu avec cette simulation de la production horaire, c'est qu'en 2019, les pays en rouge étaient ceux qui dépendaient très largement des importations. Dans ces pays qui sont donc en rouge sur la carte, on avait plus de 10% de l'électricité importée d'autres pays. Si l'on fait le calcul, comme je vous l'ai décrit précédemment, on se rend compte que certains pays ne seront pas autosuffisants. Par exemple, la Hongrie, la Serbie, la Belgique, l'Autriche, le Portugal n'ont pas suffisamment de capacité et n'auront pas de capacité suffisante en 2040 pour être autosuffisants en électricité. Alors, si l'on compare les données qui résultent de ces analyses, que nous additionnons les résultats, on se rend compte que de nuit, beaucoup des pays n'arriveraient pas à produire suffisamment d'électricité, mais d'autre part, étant donné la part importante de l'énergie solaire durant la journée, au printemps et à l'été en particulier, il y a une surproduction d'énergie solaire, d'électricité produite à partir de l'énergie solaire. Et en 2040, si l'on postule des capacités transfrontalières illimitées pour le solaire, malgré tout, on arrive à une demande qui ne rencontre pas, ou une offre qui ne rencontre pas la demande de nuit. Ça signifie que dans de nombreux pays, les heures durant la nuit ne pourront pas être couvertes par la capacité existante en 2040. Mais d'autre part, durant la journée, les sources d'énergie bas carbone, autres que le solaire et l'éolien, l'hydroélectricité, la biomasse, le traitement des déchets, eh bien, mèneront à devront être limitées vu la surproduction de l'énergie solaire. Et c'est ce qui rend évidemment le business case extrêmement complexe par rapport à ces sources d'énergie pour 2040. Alors pour terminer cette présentation par rapport aux objectifs climatiques, nous voyons ici dans les résultats que peu de pays examinés arriveront à respecter les objectifs européens en matière de neutralité carbone dans leur production d'électricité. Cela signifie que d'ici 2030 ou 2040, seule la France, la Slovaquie, la Slovénie, l'Ukraine, la Slovénie et la Slovaquie pourront être à plus de 90% d'électricité produite à partir de sources bas carbone. Et dans les autres pays,
ou neutre en carbone. Et dans les autres pays, on n'arrivera pas, malheureusement, à cette part de 90% de production d'électricité à partir de sources neutres en carbone. Alors, nous pensons, en conclusion, qu'il est nécessaire de reconcevoir les stratégies énergétiques. En particulier, de nouvelles considérations, de nouveaux calculs sont nécessaires et il sera absolument essentiel d'y parvenir pour pouvoir répondre aux objectifs de la sécurité énergétique et aux objectifs climatiques de l'Union européenne. Je dois mentionner ici que la guerre en Ukraine n'a fait qu'empirer la situation. Donc, les sources disponibles aujourd'hui sont beaucoup plus limitées, étant donné la disponibilité limitée du gaz naturel. Et ceci souligne encore plus l'importance de la nouvelle stratégie de l'Europe en matière d'énergie. Une dernière réflexion à partager avec vous. Une nouvelle industrie nucléaire sera nécessaire en Europe. Et je pense que nous sommes en difficulté parce que l'Europe a perdu la capacité à bâtir de nouvelles centrales nucléaires, à l'exception de la France, mais il n'y a pas d'entreprise européenne qui puisse véritablement fournir de nouvelles centrales nucléaires. Et l'industrie nucléaire européenne serait pourtant bien nécessaire pour faire face à la situation actuelle et pour donc cette revitalisation de l'industrie nucléaire européenne est extrêmement nécessaire. Merci de votre attention. Je reste bien sûr à votre disposition pour vos questions et je serai ravie d'y répondre. Yes, and thank you very much for the very interesting overview of the assessment which has been. Merci infiniment pour cette étude, cette simulation très intéressante qui montre bien les problématiques auxquelles seront potentiellement confrontés certains États membres. Une question de suivi de ma part, rapidement peut-être. Pourriez-vous nous résumer en quelques mots pourquoi, dans le cas de la Hongrie et du projet PAX2, vous avez choisi la technologie russe? Pourriez-vous souligner quelques-unes des raisons qui ont présidé à cette décision? Eh bien, le projet PAX2 concerne la construction de réacteurs au sein de PAX. PAX qui est un... Je suis désolée, il y a une coupure avec Zoom. Donc, nous avons déjà 4 réacteurs EVR qui sont opérationnels, qui ont été commandés dans les années 80 et la Hongrie a commencé à négocier avec la Russie en 2014 dans le cadre d'un accord intergouvernemental qui a été conclu. Donc, nous avons à la fois un accord intergouvernemental financier et un accord technique. Nous avons développé des accords de mise en œuvre pour construire ces 2 centrales avec 200 réacteurs, 200 de puissance. La Russie a offert le financement pour la construction de ces 2 nouvelles unités. Nous avons beaucoup d'expérience avec cette technologie qui est une technologie bien connue. Ces réacteurs sont des réacteurs de génération 3+, 1200 mégawatts chacun. Ces réacteurs, ces unités peuvent être intégrées facilement sur le réseau électrique hongrois. Je suis désolée, nous n'entendons malheureusement plus l'intervenant. Il est coupé. Donc c'est pour cette raison que la décision a été prise. À l'époque, il n'y avait pas de guerre en Ukraine. Et vous avez raison. La situation, effectivement, actuellement est très complexe. Cependant, le gouvernement est engagé à poursuivre le projet et les préparations
sont en cours. Perfect. Well, thank you very much for that overview. I hope you can. Merci beaucoup. J'espère que vous pouvez rester parmi nous parce que je suis certaine qu'il y aura des questions à l'issue des interventions. Je vais maintenant donner la parole à notre prochain intervenant, Juha Poikola, qui est responsable chez TVO de la communication et des relations publiques. Merci. Et pas besoin de me rappeler l'horloge. Vous le savez, les Finlandais, nous parlons peu. C'est pour cette raison que j'ai préparé un PowerPoint. Alors évidemment, notre grand débat, eh bien, c'est l'énergie et le prix de l'énergie en particulier en Finlande. Pardonnez-moi, les caractères sont très petits. Voici le prix de l'énergie la semaine dernière. Alors, nous avions pour la première fois notre centrale qui tournait à pleine puissance début octobre. Merci. Avec de très bonnes conditions pour l'éolien. Donc, les prix ont baissé en dessous de zéro. Donc, impact majeur grâce à l'introduction de cette centrale sur le réseau à pleine puissance. Nous avons annoncé au marché que nous ne serions pas connectés. Nous avons fait le test avec production zéro la semaine précédente. Et donc, le prix était à 250. Le prix, évidemment, a été multiplié par 10 en moyenne. Donc, c'est un bon exemple de toute la sensibilité de la situation et la volatilité du marché. Et ça montre bien tout le rôle de l'énergie nucléaire, un rôle qui est fondamental. Donc la production nationale est de plus en plus importante. Alors voilà, pour les prochaines semaines et les prochains mois, grâce à notre projet, OL3. Alors, nous avons éduqué le public. C'est une phase de test. Nous sommes connectés ou déconnectés. Mais certains journalistes m'appelaient en disant « Mais pourquoi ne produisez-vous pas d'électricité ?» Nous avons expliqué, c'est une phase de test. C'est assez normal. Nous sommes connectés, puis déconnectés. C'est normal. Nous produisons, ensuite nous arrêtons. Mais en tous les cas, si le calendrier se poursuit, en décembre, nous aurons atteint la phase de production à part entière. Donc, le timing est évidemment parfait. Surtout en ce moment où la production nationale est d'autant plus importante qu'avant. Voici l'historique du projet. C'est un petit peu, on dirait un escalier, là. On fait du fitness depuis quelques années. Un escalier que nous grimpons. Donc, on est en bonne forme maintenant. On a commencé par une décision parlementaire en 2002. Et enfin, nous sommes en production. En tout cas, c'est pour décembre. Donc, une très bonne année pour le nucléaire en Finlande. Voici la centrale. Bon, beaucoup l'ont vue, certains l'ont visitée. En tout cas, vous avez vu les photos, certainement. Nous produisons en moyenne 30% de l'électricité finlandaise. Mais à cette période de l'année, on sera à 35%, donc un peu plus, étant donné le fait que c'est la saison haute pour l'électricité. Ensuite, quelques jalons peut-être pour vous rappeler. Donc, le chargement du combustible s'est fait il y a 1 an pratiquement. Donc, premier élément qui a été introduit, voilà, sous pression. Ensuite, en décembre, nous avons eu le premier événement de criticalité, première connexion au réseau en mars, premier kilowattheure produit. Et donc, nous sommes connectés depuis mars de cette année et nous avons déjà commencé à produire de manière significative, mais pas régulièrement. Nous avons déjà parlé de l'adhésion de la population en Belgique. Eh bien, nous avons les meilleurs chiffres de notre histoire, on le voit.
par comparaison aux années précédentes. En 2022, après l'attaque de la Russie, la tendance est très positive. Donc nous avons les chiffres en augmentation depuis 92, mais très clairement, depuis l'année dernière, on a un pas en avant dans l'adhésion au nucléaire et il ne reste plus que 11% des Finlandais qui sont contre le nucléaire. Et nous reprendrons notre enquête à l'automne, un peu plus tard dans l'année. Alors, je parle ici du dilemme nucléaire. Je l'ai dit, l'acceptabilité, l'acceptation du nucléaire, l'adhésion au nucléaire est la meilleure que nous ayons jamais eue. Le besoin de nucléaire neuf est tout à fait clair, mais il est évident que le développement du nucléaire est coûteux et lent, nous le savons. Et d'autre part, la technologie SMR n'est pas encore disponible. Les petits réacteurs modulaires ne sont pas encore disponibles. Alors, quand nous demandons au monde politique ce que l'on peut faire par rapport à cette crise de l'énergie, la réponse est oui, nous allons vous aider, mais plutôt aux alentours des années 2030. Alors, on reconnaît une certaine déception, là, évidemment. Des solutions ne sont attendues que d'ici quelques années et nous espérons bien évidemment pouvoir avancer plus rapidement. La partie cruciale de cette évolution, c'est évidemment le travail d'harmonisation. C'est un travail qui est fondamental. Et c'est quelque chose de tout à fait unique. La régulation est différente dans chaque pays et si l'on veut avancer vers ces petits réacteurs modulaires, il est important d'avoir un cadre adéquat. Je veux simplement ici vous rappeler le fait que nous devons travailler au niveau national. Bon, nous travaillons bien évidemment au niveau nordique également, au niveau européen, mais aussi au niveau international avec l'AIEA. Mais tout se fait en même temps, en tout cas c'est notre cas. Depuis des années, nous harmonisons au sein du projet Kelpo en Finlande, un projet couronné de succès avec 2 entreprises qui aujourd'hui opèrent, fonctionnent avec les mêmes processus. C'est une manière d'attirer davantage de fournisseurs, d'utiliser des composants industriels standards qui sont les mêmes que nos collègues dans le secteur et on n'a plus besoin de spécifications individualisées, par exemple pour les différents types de composants. Au niveau nordique, nous continuons bien évidemment le travail dans le cadre de partenariats également. Ici, nous avons un projet important et l'AIEA, d'ailleurs, également lancé son projet NESSI, un projet important dont le lancement s'est fait au mois de juin et les régulateurs se sont exprimés en faveur d'une harmonisation ainsi que les entreprises. Donc nous devons bien évidemment soutenir ce travail à tous les niveaux. Donc voilà les domaines d'amélioration dans notre filière. Et puis vous avez ici Olkiluoto 3, autre histoire à succès. Et cette année, donc c'est Olkiluoto 3, mais nous aurons encore d'autres choses à partager avec vous l'année prochaine sur les projets réalisés. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup, Juha. La Finlande est évidemment un excellent exemple, tout d'abord parce que vous avancez dans tout ce qui est géologique. On le sait, le soutien, l'adhésion du public est la plus élevée et vous avez des solutions à long terme également pour les déchets avec ce stockage géologique. Donc,
on le voit aujourd'hui, les Verts vous soutiennent pleinement, au point d'avoir exprimé dans un manifeste leur soutien au nucléaire. C'est tout de même un changement radical. Et les partis sont prêts à s'éloigner des idéologies passées. Mais vous avez souligné aussi certains des défis qui se posent dans le secteur, par exemple, voilà, travailler avec l'ensemble de la chaîne dans le cadre du projet Kelpo, mais on ne peut pas ignorer le fait que certains des nouveaux projets ont dépasser le calendrier prévu ou le budget prévu, mais malheureusement, on le sait, et c'est le cas dans l'industrie, c'est pas toujours la faute des décideurs politiques. Comme le disait la Commission, tout le monde doit jouer un rôle à trouver des solutions aux problèmes du jour. Et c'est le cas également de l'industrie. Donc, merci beaucoup. Et je crois que nous avons du temps pour quelques questions, Claude. Je ne sais pas si nous pouvons afficher peut-être les deux autres intervenants pour qu'ils apparaissent à l'écran. Okay, so we go to our next speaker then. Je suis désolée, malheureusement, Claude intervient sans micro. Je n'entends pas du tout le commentaire. Yeah, what's the situation? My French is very good. I know just the word Fennovoima, so. So the deal is terminated and there's Alors, l'accord est terminé. Il y avait 400 personnes qui travaillaient là. Il en reste 10. Voilà, une dizaine. Donc, voilà, l'arbitrage est la principale focalisation de l'entreprise. Plus rien à faire. Mais je pense que la plupart ont retrouvé très rapidement du travail dans le secteur. Et certains ont quitté le secteur. Mais en tout cas, bon, c'est évidemment une histoire très triste. Parce que voilà, le site est là, il a représenté pas mal d'argent et malheureusement aujourd'hui tout est annulé. Turn next to the final speaker on this. Bien, nous en venons au dernier intervenant de ce panel, Antoine Ménager, qui est directeur débat public chez EDF. Antoine, vous avez la parole. Très bien, pardonnez-moi, ma présentation sera en français. Je pourrais bien sûr répondre aux questions en anglais si nécessaire. Voilà, je vais afficher mes diapos. Merci beaucoup pour l'invitation qui m'a été faite. Un moment important en France, puisque nous allons rentrer, c'est ma fonction, dans un grand débat en France, un grand débat public, avant les grandes décisions politiques pour lancer effectivement un nouveau programme nucléaire. La voie a été tracée par le président de la République dans un grand discours de politique énergétique. Hein, il ne parlait pas que de nucléaire, il parlait d'abord de comment atteindre la neutralité carbone en 2050. C'est bien ça qui me motive, c'est éliminer les fossiles. Et évidemment, dessus, dans ce discours, il a parlé des ambitions sur le nouveau nucléaire en France. Et donc, c'est là où il a demandé à EDF de lancer un projet de construction de 3 paires de réacteurs EPR2. Je dirais qu'est-ce que c'est qu'EPR, vous connaissez EPR, et félicitations à mes collègues de TVO pour la pleine puissance de Kiloto 3. Et je vous dirais ce que représente le 2 de PR2. Et puis il nous a été demandé aussi de préparer des études additionnelles pour 8 EPR2 supplémentaires. Donc ça, c'est la volonté politique affichée par le président de la République. Mais aujourd'hui, la loi en France ne prévoit pas ça. Et donc, la loi et des lois de programmation sont révisées périodiquement. Et donc, la prochaine révision de la loi de programmation énergie-climat intervient au Parlement français l'été prochain, à partir de l'été 2023. Et donc, c'est pour ça que va démarrer en France une large concertation sous l'égide du gouvernement sur l'énergie. Et puis, concernant le projet d'EDF et sa proposition de nouveaux réacteurs, le débat public que j'anime avec toutes les équipes d'EDF. Voilà, donc c'est pour ça que tout ça tombe très bien, puisque ce débat public démarre exactement dans 2 semaines en France. Alors, la vision d'EDF, elle rejoint largement tout ce que j'ai entendu des intervenants. La vision d'EDF, c'est évidemment
éliminer les émissions de CO2, c'est évidemment faire plus d'efficacité énergétique, réduire autant qu'on peut notre consommation d'énergie finale, mais à l'intérieur de ça, convertir les usages, décarboner les usages, et ça passe par l'utilisation massive de l'électricité à condition qu'elle soit décarbonée. Et là, évidemment, le nucléaire, il a une place essentielle, déjà importante en France, mais on pense qu'elle va devoir augmenter. Donc il y a, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans la volonté politique du chef de l'État, il y avait de maintenir les réacteurs existants du parc français, j'allais dire, le plus longtemps possible, à condition évidemment toujours que leur sûreté soit garantie. Ça, c'est un changement de trajectoire, mais de toute façon, à un moment ou à un autre, il faudra accroître ces capacités, préparer leur renouvellement, et c'est le sens de ce nouveau programme nucléaire. Je dis au passage, EDF a fait une étude précise, sa propre étude sur les émissions en coût complet, en émissions de carbone de son parc nucléaire existant, et on arrive à un chiffre de 4 grammes de CO2 par kilowattheure pour le parc français existant, puisque toute notre filière, notamment les activités d'enrichissement de l'uranium en France, bénéficient de cette électricité qui est elle-même décarbonée, d'où ce chiffre très, très, très faible, alors que les estimations du GIEC, en général, pour le monde, parlent plutôt de 12. En fait, de toute façon, ce n'est pas ça qui compte, 4, 6 ou 12. Vous le savez, le nucléaire est en coût complet parmi les plus faibles émetteurs de CO2. Alors, cette vision en France, elle a été largement développée par des scénarios qui ont été proposés et mis au débat par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE, publié, c'était à l'automne dernier, et ils vont être au cœur d'ailleurs de ce débat, puisqu'il y a plusieurs scénarios qui vont de scénarios 100% renouvelables jusqu'à des scénarios avec des parts de nucléaire très importants. Et donc le débat va permettre de confronter les visions pour aller sur des mix. En tout cas, la vision d'EDF, c'est bien un mix équilibré entre les renouvelables et le nucléaire, et c'est bien ça qui est au cœur de notre proposition. Alors, notre proposition, ce programme EPR2, le mot qui est important, c'est industriel. On est bien dans un programme industriel pour ces nouveaux réacteurs en France. Une des différences majeures avec l'expérience difficile qu'on a vécue et qu'on finit de vivre avec Flamanville 3, c'est bien de ne pas partir sur un objet unique tout seul sans perspective, mais c'est bien de donner de la visibilité sur une filière industrielle qui est capable de se projeter et de renouer avec ce qui a fait le succès de la construction du parc nucléaire français. C'est des programmes, y aller en série et puis les construire par paire sur un même site pour bénéficier des effets d'apprentissage qu'on voit très bien en ce moment sur Hinkley Point entre l'unité 1 en construction et l'unité 2. Donc le facteur d'apprentissage est clé, puisque le défi qui était dans les attendus de la présentation, le défi pour faire tout ça va vraiment être les compétences. Ce programme industriel de 3 paires de réacteurs, il va mobiliser 30 000 emplois en France pendant toute la construction du programme. C'est considérable. Je rappelle, en France, la filière nucléaire représente 220 000 emplois. C'est la 3e filière industrielle française. Mais on va avoir des besoins considérables. Et désolé, je ne pouvais pas être parmi vous aujourd'hui, mais je suis sur la grande université Paris-Saclay, au cœur des grandes écoles d'ingénieurs françaises. Et il y a vraiment à attirer les talents de France, mais d'Europe et partout pour cette relance du nucléaire qu'on souhaite tous. Mais il y a d'abord la question d'attirer les talents, d'avoir les meilleurs dans notre industrie, puisque ces projets sont absolument colossaux. Alors évidemment, j'ai cité Flamanville, on a évidemment derrière tout ça à tirer les leçons et on les assume. Et le sens du réacteur EPR2, c'est bien d'en tirer les leçons. L'élément important, évidemment, c'est comment tout ça se finance. Donc, ça va être au cœur de discussions importantes entre EDF et l'État français, puisque EDF ne pourra pas financer tout seul ce renouvellement du parc nucléaire. Le coût, c'est un coût hors financement, c'est un coût overnight, comme on dit, avec des euros d'ailleurs de 2020. C'est un coût public qui a d'ailleurs été audité par le gouvernement et qui fait l'objet de rapports d'audit publics. Donc, tout ça, au moment où on va débattre avec le public, tout ça est donné en toute transparence pour que, je dirais, les Français aient ces données en toute transparence. Voilà, donc c'est un projet évidemment pour EDF, mais qui engage toute la filière nucléaire, toute la filière industrielle. Et vous avez le logo du GIFEN, qui est le groupement de l'industrie de toutes les entreprises du nucléaire françaises.
et sur lequel justement toutes les leçons de Flamanville ont été tirées pour remobiliser la filière. Mais ce qui est important, c'est d'y aller avec un programme industriel. Ça permet de la visibilité, d'investir dans les compétences, dans les usines, et c'est ce qui manquait jusqu'à présent pour le nouveau nucléaire. Alors, le réacteur EPR2 lui-même, je ne vais pas descendre trop fin dans ses caractéristiques. On est vraiment, comme on vise, la standardisation, l'industrialisation. Les évolutions techniques par rapport au EPR sont à la fois limitées pour capitaliser sur les leçons apprises et le rendre plus simple à construire, et ensuite plus standard, plus préfabriqué, pour vraiment aller dans une logique de série par paire. C'est ça qui est au cœur. Alors, aidé par des méthodes d'ingénierie qui ont progressé avec des outils de design, de CAO en 3D, ça c'est important. Ce que je tiens à dire aussi, c'est que vraiment, on conserve vraiment les atouts de l'EPR. Et quand on est dans le nucléaire, le premier atout, notre condition vitale tous d'existence, c'est la sûreté qui doit être garantie. Et le niveau de sûreté de l'EPR, parmi les plus élevés au monde, il restera dans EPR2. Quand on simplifie, on rend plus simple à construire et on standardise, on garde évidemment le même niveau de sûreté très élevé. Ça, c'est une condition évidemment essentielle. Voilà, donc sans aller beaucoup plus loin, c'est ça, ces caractéristiques, on va dire, techniques. Vous voyez, plus que la technique, c'est plutôt la façon dont on va le faire qui marque la différence entre EPR et EPR2. Et puis évidemment, cette proposition en France, elle s'inscrit dans un projet concret. C'est de ça aussi dans le débat public on va débattre, puisque c'est un projet d'une première paire de réacteurs en Normandie sur le site existant de Penly. Et l'objet du débat public, c'est bien de débattre avec les populations. Donc évidemment, pour choisir nos sites en France, à ce stade, on fait le choix de s'implanter sur des sites existants où il y a déjà des réacteurs en fonctionnement, où il y avait de la place pour ça. Et donc ça obéit à des critères techniques, évidemment. Mais ce qui est clé aussi, c'est évidemment l'envie et la motivation publique et collective et la confiance des territoires pour nous accueillir, pour nous solliciter. Et la Normandie, pour ça, était exemplaire. Donc, je dirais, c'était à la fois les bonnes caractéristiques techniques et une vraie envie politique commune de tous les bords politiques en Normandie. Et c'est assez logiquement que le premier projet de ce programme débutera par Penly. En quelques caractéristiques, vous avez quelques visions du site avant, après. C'est toujours plus facile en photo évidemment, il faudra faire tout ça. Vous avez évidemment les données de planning. Alors aujourd'hui, les mises en service de cette première paire, c'est à l'horizon 2035-37 pour les deux réacteurs, avec un planning de construction justement réaliste pour la première paire qui tient compte des leçons apprises à Flamanville. Dans la logique de programme, on pourra viser des accélérations dans la suite du déploiement du programme. Il y a aussi des travaux préparatoires, même si le site était déjà prévu pour accueillir des nouveaux réacteurs, il y a quand même des travaux préparatoires. Et puis avant tout ça, et c'est la phase de débat public par laquelle je vais terminer, il y a d'abord débattre avec le public avant d'enclencher le processus des autorisations réglementaires. Alors ce débat public, c'est important puisque vous pourrez, via la présentation, et vous pouvez le faire via vos téléphones. Et donc, le débat public, il est organisé par une entité indépendante en France, la Commission nationale du débat public. C'est elle qui décide comment va se dérouler le débat. Nous, EDF, on est présent en tant que porteur du projet et du programme, en tant que maître d'ouvrage. Et donc, c'est elle qui l'a organisé. Je ne vais pas commenter, mais vous voyez, il va se passer en 10 temps forts. Tous ces temps vont pouvoir être suivis en ligne ou participer dans des réunions physiques. Vous avez tout ça sur les sites du débat, tout ça évidemment à des sites internet. C'est l'occasion, vous voyez, à 2 semaines du début de vous sensibiliser et de vous inciter à votre participation, puisque en tout cas pour EDF, on veut vraiment viser d'abord de la pédagogie, parce que sur les questions énergétiques, d'électricité, il y a d'abord beaucoup de pédagogie à faire, et puis il y a évidemment répondre aux questions. Et puis pour notre projet, en particulier l'insertion de ce premier projet à Penly dans un territoire, il y a des grandes questions d'aménagement du territoire, d'insertion de tout ça, qui méritent d'être débattues et d'être enrichies de par le débat public. On n'est pas naïf aussi, il y aura des opinions extrêmement clivées, extrêmement tranchées qui vont s'exprimer, et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de tout le monde dans ce débat pour soutenir la filière, et c'est bien comme ça qu'on l'aborde. Donc merci pour votre attention. En couverture, vous l'aviez, et je termine là-dessus, c'est que tout ce que je vous ai dit très 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 rapidement, c'est évidemment présenté au débat public de façon très complète à travers le dossier du maître d'ouvrage. En bleu, c'est un document qui fait 250 pages
qui donne dans le détail pourquoi on veut ce projet, c'est quoi ce programme industriel, c'est quoi cette technologie de réacteur EPR2, c'est quoi ce projet à Panly, tout ce que je viens de vous dire très très rapidement. Il y a une synthèse plus accessible d'une dizaine de pages. Vous pouvez trouver tout ça et en tout cas, je vous incite tous à participer puisque c'est débattre avant des décisions, vous l'avez compris. Les demandes d'autorisation par EDF, si le projet doit bien se mener, en tout cas c'est bien notre souhait côté EDF, et aussi pour nourrir la future loi que les parlementaires auront à débattre à partir de l'été 2023 au Parlement français. Je vous remercie pour votre attention. Oui, merci beaucoup Antoine. Effectivement, il est important d'essayer de garder ces centrales nucléaires existantes le plus longtemps possible, mais il est clair qu'à un certain moment, il faut de nouveaux réacteurs. Il faut commencer à prendre les décisions aujourd'hui. Donc, le fait qu'on a aujourd'hui une volonté politique d'avancer avec ces nouveaux projets, c'est déjà un bon pas en avant. Aussi le fait que vous essayez d'en tirer des leçons sur les autres projets au Royaume-Uni, en Finlande, pour essayer d'améliorer ou accélérer la construction et réduire les coûts, et le fait que vous en avez besoin de main-d'œuvre aussi pour cette construction, 30 000 emplois, c'est quand même important. Donc oui, ça sera très intéressant de voir comment ce débat public va se dérouler. Et moi surtout, j'aimerais bien avoir les conclusions et le feedback du public français là-dessus. Donc je vous remercie beaucoup. J'espère que vous pouvez rester avec nous. As we will now, I think we have time. Alors, je crois qu'on a le temps pour quelques questions, Claude. Alors, qui voudrait ouvrir le feu? Quelqu'un là-bas? Je crois qu'on vous apporte le micro. Oliver Edelman, je vis en Angleterre. D'abord, je voudrais remercier Monsieur Ménager. Quelles sont les étapes des différentes difficultés juridiques? Parce que, bien sûr, le gouvernement belge en arrête les activités après 2025, mais qu'est-ce que ça implique exactement? Et j'ai une question concernant le financement du programme polonais, CFD ou Modèle RB. Merci. Alors, je vais peut-être prendre quelques questions supplémentaires et on y répondra ensemble. Rebonjour, Émeric, Défense du nucléaire en Belgique. J'ai une question pour Monsieur d'EDF en France, Monsieur Ménager. Tout d'abord, merci pour cette très bonne présentation qui nous montre comment, à quoi le nucléaire à l'avenir ressemblera, qui va continuer à se développer en Europe et en particulier en France. Alors, j'ai une question peut-être un peu délicate. D'après ce que j'ai compris, en France, il y a une loi qui empêche la capacité nucléaire d'aller au-delà de 63,5 gigawatts de capacité installée, si je ne me trompe pas. C'est pour ça que Fessenheim a dû fermer, parce que c'était la condition pour pouvoir ouvrir Flamanville. Et la question que j'ai pour ma compréhension, la France est le seul pays dans le monde qui n'a pas de projet d'efficacité énergétique dans ses centrales pour augmenter la capacité électrique de chaque centrale électrique tout en conservant la même capacité thermique. Et si on regarde le chiffre pour la flotte totale française, c'est des projets, bien sûr, qui ne sont pas très faciles, mais dans quelques années, on pourrait augmenter la capacité de 8 à 12 gigawatts de capacité supplémentaire. Pourquoi est-ce que EDF ne demande pas plus au gouvernement français pour pouvoir pousser les hommes politiques à abroger cette loi, ou au moins aller au-delà? Alors, une autre question peut-être, monsieur ici.
Alors, je vais me lever parce que mon collègue de Maison du Peuple d'Europe me rappelle que normalement, il faut se tenir debout. Je suis Joseph Baker. Une question pour Monsieur Poikola. Vous nous avez dit que la Finlande a la plus grande adhésion parmi la population pour les projets nucléaires. Donc, comment est-ce que vous avez communiqué là-dessus, d'abord? Deuxièmement, qu'en est-il de la gestion des déchets? Comment est-ce que vous avez abordé ce problème avec la population? Et et le changement entre l'adhésion et l'appropriation. Et Claude également a une question, me semble-t-il. Petite à Antoine sur EDF. Alors, si j'ai bien compris, le coût prévu pour la centrale des 6 EPR s'élève à peu près à 50 ou 55 milliards, hors financement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce qu'on ne compte pas là-dedans les coûts du crédit, les coûts des risques et les intérêts sur emprunt? Ce qui nous change effectivement la donne. Et est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à clarifier un peu cette question et dire les choses directement aux Français? Parce que quand les coûts vont exploser ou qu'on va devoir payer les risques, et ils sont dans la construction, on le sait bien, évidemment, ça retourne l'opinion contre les centrales, on l'a vu pour Flamanville. Deuxièmement, sur Flamanville, évidemment, on nous reproche les coûts. On va arriver à 13 milliards, entre 13 et 20, on ne sait pas trop justement avec les coûts du risque. Mais c'est jamais que, si j'ose dire, que 3 années de taxe ENR. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas relativiser le coût de Flamanville en sachant qu'une fois que ça va démarrer, comme à Olkiluoto, c'est bingo. 0 francs, c'est ça, 0 euros, le prix du kilowattheure depuis que TVO tourne. C'est incroyable. Donc, allons-y. Il faut vraiment accélérer les choses. Et troisièmement, c'est sur le débat public. Alors, le débat public, moi, j'ai un gros doute. D'abord, la loi en 2023 c'est très tard. Ça fait presque 1 an, Belfort. Donc, nous, on sait que c'est du temps long, le nucléaire. Mais justement, en prenant les décisions beaucoup plus vite. Et deuxièmement, le débat public en France, à mon avis, la première question du débat, la CNDP doit la supprimer. Pour ou contre le nucléaire, ce n'est plus la question. Il ne faut pas qu'on retombe dans le débat pour ou contre le nucléaire. On va avoir à la fin un beau... Et on va nous dire, c'est démocratique, on a invité les opposants, ceux qui sont contre. Mais on s'en fiche, on le sait qu'ils sont contre. Et donc, on n'a pas besoin de leur avis encore une fois. Ça fait 20 ans qu'on est pour ou contre le nucléaire, le débat. Donc, il faut vraiment arrêter ça. Puis, je voudrais dire à Juha quand même que pour Olkiluoto, c'était en 2002 le démarrage des travaux, c'était le démarrage des entretiens européens. Merci beaucoup, Claude. Mais il y a quand même pas mal de questions pour Antoine, donc je propose qu'on commence avec vous, Antoine. Donc, la première question, c'est sur la loi qui limite la capacité maximale du nucléaire. Est-ce que EDF compte essayer d'y faire quelque chose là-dessus? Et puis, les 3 questions de Claude. Cette mention de hors financement pour le coût des 6 EPR. La question sur le coût de Flamanville, est-ce que ça peut être mis en perspective? Et le 3e, sur ce débat public, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir encore un débat public qui pose toujours la même question? Antoine. Bien, merci. Non, sur la loi, évidemment, EDF ne peut rien directement sur la loi, c'est les parlementaires qui font la loi, et je l'ai dit, aujourd'hui, la trajectoire de politique énergétique qu'a donnée le président de la République, dans la loi actuelle, elle ne fonctionnerait pas, puisqu'il y a encore la fermeture de 14 réacteurs, il y a ce fameux plafonnement, donc c'est pour ça qu'il est indispensable et le débat public va nourrir ces réflexions, mais c'est après aux parlementaires de s'emparer de ça, de faire évoluer la loi, si c'est bien cette trajectoire de politique énergétique qu'on veut pour la France. En tout cas, c'est le souhait, en tout cas, pour faire notre proposition. Donc oui, en l'état, il faut que les choses évoluent. Après, il y a des questions de temporalité. À quel moment les capacités installées, on peut aller dans ce détail-là un peu plus tard.
Ce qui m'amène aussi, parce qu'il y avait beaucoup de questions de Claude, qui n'étaient pas toujours des questions d'ailleurs. Je l'ai dit aussi, le débat public, c'est la Commission nationale du débat public qui est souveraine pour l'organiser. Donc, nous, on travaille évidemment avec une commission particulière pour le détail, mais je dirais, on peut dire des choses, mais c'est elle qui en décide. Et après, chacun peut en penser ce qu'il veut, mais elle est souveraine sur la façon de faire. Nous, ce qui est important côté EDF, c'est d'arriver ouvert, de ne pas avoir l'attitude qu'on peut reprocher souvent à nos opposants. C'est-à-dire que la transparence, c'est la question aussi sur les coûts. Il me semble l'avoir dit dans la présentation, mais je suis passé un peu vite. J'ai dit que c'était hors coût de financement, c'était du overnight. Et on va l'expliquer. Et d'ailleurs, dans le débat public, et là, la commission a dit que ça serait un des thèmes de débat, puisque dans sa vision, les Français, la question économique de combien coûte le nucléaire, combien la faire, je paye mon électricité, c'est un des thèmes de débat. Évidemment, ça ne sera pas EDF tout seul, parce qu'il y a des questions du rôle de l'État dans tout ça. Donc, ça sera une session, je pense, intéressante, mais toutes les sessions auront leur mérite. Je prendrai mon joker et mon devoir de réserve sur la première question de faut-il faire ou pas du nucléaire. Mais il y a des questions, évidemment, en termes de technologie, il y a des questions en termes de risque, il y a des questions en termes d'insertion d'un projet dans le territoire, et ça pour les habitants, parce que finalement, à la fin, c'est des habitants qui vont vivre avec ce projet. Moi, j'ai été précédemment directeur d'une des centrales du parc d'EDF, la centrale de Chinon, et on le sait, autour de nos centrales, les habitants, ils nous connaissent, ils ont confiance, à condition qu'on soit des exploitants sérieux et responsables. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va implanter nos nouveaux réacteurs en priorité sur les sites existants. Et donc, on doit de débattre d'abord avec les populations qui vont vivre avec notre projet. Voilà, donc j'ai eu, dans le premier intervenant, il y avait une question sur l'augmentation de puissance des réacteurs. On fait beaucoup de choses sur le parc nucléaire existant. Alors, pas des augmentations de la chaudière, mais en termes de rendement des installations, je peux vous dire que depuis des années, on passe notre temps à améliorer le rendement de nos installations parce que nos grands arrêts, ils sont pour monter le niveau de sûreté. Quand on parle du grand carénage, c'est d'abord pour ça. Les mesures post-Fukushima, tout ça vous a été décrit. Et la sûreté d'abord, pour avoir la confiance des populations, mais on a fait beaucoup de choses qui ont amélioré considérablement au fil de temps le rendement de nos installations. Voilà. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir répondu à tout, mais en tout cas, moi j'étais ravi de votre invitation et de vous mettre dans le radar pour ceux qui ne l'auraient pas, que dans 2 semaines, en France, mais n'importe quel citoyen européen, d'une certaine façon, sur les plateformes Internet, peut aussi voir ce qui se dira en France. Donc voilà, en tout cas, moi j'invite tous ceux qui veulent participer au débat public à s'y exprimer et ça sera important pour soutenir la filière. Merci. Merci beaucoup, Antoine. For the next question, I'll stay with... Alors, pour la prochaine question, je vais rester avec les orateurs en ligne. Mr. Koubaki, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis là. Alors, il y avait une question pour vous. Comment est-ce que la Pologne a l'intention de financer son projet nucléaire? En fait, c'est une très bonne question parce que annoncer évidemment le financement, c'est toujours clé pour les projets nucléaires. Donc tous ceux qui lancent des investissements nucléaires doivent être conscients de la complexité et du coût de déploiement de l'énergie nucléaire. Dans notre cas, nous avons mis le financement dans le cadre de notre dialogue avec les fournisseurs de technologie. Et à ce stade, c'est très difficile pour moi de vous donner les détails parce que vous savez que tout est encore sur la table. Mais comme je l'ai dit dans ma présentation, chaque fournisseur potentiel doit mettre dans son offre le paquet de financement. Donc, vous savez que ce sera un coût complet. Donc, et ça joue un rôle important. Et donc, il faut rester engagé dans le génie financier parce que vous savez que c'est l'État qui doit affaiblir le risque et le coût en capital. Donc, une partie du financement sera apportée par les investisseurs et deuxièmement, il y aura également un gros engagement des montages financiers
Et donc, je donne que des informations générales, mais comme je l'ai dit, on n'a pas encore sélectionné le partenaire et on ne sait pas exactement quel sera le montage financier en Pologne. Merci beaucoup. Juha, question pour vous. Donc, étant donné que la Finlande a une adhésion élevée, comment est-ce que vous communiquez et comment est-ce que vous gérez la question du retraitement des déchets? Alors, pour être bref, bien sûr, tout est une bonne expérience avec les opérations. Notre opération en Finlande, et nous sommes très ouverts en termes de communication. Nous avons ce dialogue permanent avec le public, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le média m'ont appelé et j'ai expliqué immédiatement qui nous sommes. On répond à leurs questions et on répond à ces commentaires dans les réseaux sociaux. Donc, on essaie de réagir. Mais récemment, ces 5 dernières années, les plus grands influenceurs ont été ces chercheurs sur le climat, sur les réseaux sociaux, qui ont un gros impact sur les plus jeunes générations. Donc, on a fait le travail très tôt. On a jeté les bases de cela et maintenant, on a ces soutiens actifs qui assument un grand rôle. Par exemple, qui font la promotion de l'énergie nucléaire. C'est très efficace. Et en ce qui concerne les déchets, c'est fait partie de notre travail quotidien. On a 40 ans de travail annuel, donc on a une solution. On a le cas de sécurité qui est la base. C'est sur cette base qu'on peut commencer le dialogue. Et c'est une déclaration importante qu'a fait le législateur lorsqu'il nous a donné l'ordre de construction. Ça peut être fait en sécurité. Et donc, c'était très bien évalué par le législateur. Et donc, ça a été la fin de la discussion. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est pas sûr en Finlande? Mais bien sûr, les déchets sont à Olkiluoto également. Donc, pour chaque famille, il y a quelqu'un qui travaille sur site. Donc, ils savent qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Et ils acceptent également les déchets et les solutions. Et ils nous font confiance. Merci beaucoup, Juha. Alors, André, qui était en fait le destinataire de la première question, la Belgique. Où est-ce que vous en êtes dans le défi juridique? Je dois dire que le gouvernement et le monde politique évoluent en Belgique. Comme je l'ai dit, la planche que j'ai présentée il y a un an, en fait, quelques mois après cela, le gouvernement n'était plus très sûr qu'il pouvait vraiment arrêter toutes les centrales nucléaires. Donc, ils ont décidé d'en garder les deux derniers ouverts. Maintenant, ils ont fait une évaluation budgétaire. Et dans les négociations, ils ont conclu que peut-être que 2, ça n'est pas la fin de l'histoire. Donc, c'est peut-être pas le chiffre final. Donc, on voit que grâce au débat public, à des ONG comme la nôtre et certains cercles politiques, ce débat et l'idée que le nucléaire revient évolue. Et je crois que maintenant, avec notre action, nous posons également la question de la légalité de ce qu'ils font. Et je crois qu'ils ont beaucoup de questions et ils ne sont plus très sûrs maintenant. Et nous sommes là pour continuer à leur mettre un peu la pression. Et notre objectif est de peut-être conserver toutes les centrales, peut-être la première qui est fermée depuis le 23 septembre.
Peut-être que ce sera difficile de la sauver parce qu'ils sont déjà en train de découper à l'intérieur du réacteur. Ils sont en train de préparer la décontamination chimique. Donc, pour celle-là, ce sera peut-être difficile. Mais on continue à se battre et on va essayer de sauver ce qui peut l'être. Mais je crois que nous avons de bons espoirs. Merci beaucoup, Henri. Et maintenant, je voudrais remercier tous nos orateurs pour ces interventions très intéressantes. Je crois que ce qu'on voit, c'est que les choses commencent à changer graduellement et que nous sommes plus positifs vers le nucléaire. Il y a davantage de soutien pour le nucléaire. La filière nucléaire va apprendre et tirer des enseignements de projets existants. Je crois que c'est formidable. On commence à voir de plus en plus de soutien politique. Encore une fois, c'est important. Et comme je l'ai dit, on a davantage de soutien du public. Donc, disons qu'en discutant davantage, en mettant davantage de personnes autour de la table, peut-être qu'on peut accélérer ce mouvement positif et revenir dans le droit chemin. Merci beaucoup.